Bonjour et bienvenue dans ce webinaire proposé dans le cadre de Digital Commerce. Donc Digital Commerce qui fait partie du plan de relance wallon. Donc ici, ça fait à peu près 3 ans que la Fédération Horeca Wallonie a rejoint le programme dans le but d'aider les entreprises du secteur Horeca à se digitaliser, améliorer leur processus interne, leur gestion globale au niveau du numérique, etc. Et donc ici, aujourd'hui, Émilie va vous présenter une thématique qui est le RGPD. RGPD, donc Règlement général de la protection des données, qui était une thématique fort importante puisqu'il en ressort de base légale. Et donc voilà, je laisse la parole à Émilie. Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce webinaire, donc comme l'a dit Arnaud, donc qui porte sur le RGPD. Donc ici c'est vraiment un webinaire dédié à la gestion des données dans votre quotidien en tant qu'entrepreneur dans l'Horeca. Alors l'idée ici c'est de ne pas de voir en détail donc toutes les règles du RGPD, mais en fait de vous donner les points importants à respecter dans la pratique. Alors donc au programme de ce webinaire, d'abord on va essayer de comprendre rapidement donc les bases du règlement sur la protection des données, donc le RGPD, son impact sur le secteur Horeca, la gestion des données de vos clients et de vos travailleurs au quotidien, et ensuite on passera un peu de temps sur le fait de tenir un registre de traitement. Alors donc en fait toutes les entreprises traitent des données à caractère personnel, des employés aux fournisseurs, en passant bien entendu par les clients. Et donc, c'est essentiel d'être conscient qu'en tant que chef d'entreprise, des règles gouvernent le traitement de données à caractère personnel. Alors donc vraiment, la protection des données, au-delà d'être une obligation légale, ça permet de protéger les données de vos clients et de garantir votre intégrité en tant qu'entreprise. Alors donc la première partie va porter sur donc le fait d'essayer de comprendre les bases du RGPD et cela de manière assez générale. Donc notamment on passera en vue quelques notions clés et on terminera par le fait de voir comment vous êtes concerné par le RGPD. Alors donc premièrement, c'est quoi donc le RGPD? Le RGPD, c'est l'acronyme de Règlement général sur la protection des données. C'est un texte juridique adopté donc par l'Union européenne qui vise à encadrer la collecte, le traitement, la conservation des données personnelles des individus, aussi appelées donc données à caractère personnel. Alors l'objectif du RGPD qui a été mis en place donc en 2018, ça a été de répondre aux défis posés par la numérisation de plus en plus croissante de tous les échanges sur Internet de manière générale et à l'exploitation massive des données personnelles dans le numérique. Donc son objectif, c'est de garantir à la fois la protection donc, des individus en ce qui concerne leurs données, mais aussi donc responsabiliser les entreprises face aux enjeux du numérique. Alors, ici, vous avez la capture d'écran du texte officiel, donc qui est en vigueur et obligatoire depuis 2018, mais qui date en réalité de 2016. Donc, c'est un règlement européen qui est directement applicable en Belgique. Alors, donc, qui est concerné par le RGPD? Donc, en fait, le RGPD s'applique à toute organisation publique et privée qui traite ou collecte des données personnelles pour son compte ou non. Donc le règlement s'applique que ce soit une entreprise qui est située dans l'Union européenne et traite des données, ou à une entreprise qui est située en dehors de l'Union européenne, mais qui va cibler des résidents européens. Et alors, cela, quelle que soit donc la taille de cette entreprise, de cet organisme, son activité et son lieu d'implantation. Alors, la question donc, est donc de savoir si vous êtes concerné par le RGPD. Donc si, premièrement, vous traitez ou collectez, et deuxièmement, qu'il s'agit donc de données personnelles, vous êtes alors concerné. Et à partir de ce moment-là, vous devez être en conformité avec le RGPD et la législation vie privée de manière générale. Alors, donc, on va passer un petit peu de temps sur quelques notions essentielles, comme je le disais. Donc, premièrement, savoir qu'est-ce qu'une donnée personnelle.
Alors, la notion de données personnelles, elle est à comprendre de façon très très large. Donc, comme je le disais, on peut dire données personnelles ou données à caractère personnel. Les deux appellations donc, sont donc correctes. Alors, une donnée personnelle, c'est toute information qui se rapporte à une personne physique, identifiée ou identifiable. Donc, par exemple, ça peut être une adresse, un nom, l'âge, la géolocalisation, un identifiant, l'état civil, un numéro de compte en banque, des photos et bien d'autres. Alors donc toute information, donc même si par exemple l'information est fausse, cela reste une donnée à caractère personnel. Mais aussi, donc une donnée personnelle ne se limite pas à la sphère privée. Donc les informations relatives à des personnes qui permettent leur identification, dans le cadre professionnel, constituent également des données à caractère personnel au sens du RGPD. Également, il y a des données qui sont objectives et subjectives. Si on a une information qui nous concerne, même si c'est une appréciation de quelqu'un, une appréciation qu'elle a sur nous, c'est une donnée qui nous concerne. Donc même une donnée d'évaluation ou de réponse fournie à des informations qui se rattachent à nous, ce sont des données à caractère personnel, même si c'est subjectif. Alors, une personne, donc on disait identifiée ou identifiable, elle peut être donc identifiée directement, donc par une donnée qui est directe comme son nom, son prénom, ou de manière indirecte. Donc ça va plutôt être un identifiant, un numéro de téléphone, ou alors plusieurs éléments spécifiques propres à son identité qui font que mis ensemble, on va pouvoir l'identifier en tant que tel. Alors l'identification d'une personne physique, on peut la réaliser à partir donc d'une seule donnée, très facile, donc juste simplement avec un numéro de registre national, ou alors à partir d'un croisement d'un ensemble de données qu'on aurait sur elle. Donc on sait que telle personne, elle vit à tel endroit, elle est née tel jour, elle est abonnée à tel magazine, elle travaille à tel endroit, fait tel sport. Et donc le croisement de toutes ces données va faire qu'on va savoir qu'il s'agit en réalité de cette personne-là en particulier. Alors, on va pas s'attarder non plus, mais il y a aussi des données qu'on considère comme sensibles. Alors ça, ce sont toutes, par exemple, tout ce qui est appartenance syndicale, l'origine raciale, les opinions politiques et autres. Et ces données-là sont considérées comme sensibles, car il y a un risque plus grand donc de discrimination, pardon. Et donc, c'est encadré de manière beaucoup plus stricte en tant que données particulières. Alors, la notion suivante, donc, c'est le traitement. Donc, qu'est-ce qu'un traitement ? Parce qu'en fait, avoir des données personnelles ne suffit pas. Pour que le RGPD s'applique, il faut les traiter. Alors de nouveau, c'est aussi une notion qui est très large. Un traitement de données personnelles, c'est une opération ou un ensemble d'opérations qui portent sur des données, quel que soit le procédé utilisé, notamment collecter, enregistrer, organiser, conserver, adapter, modifier, extraire, consulter, et bien d'autres. Donc par exemple, tenir un fichier client, collecter des coordonnées via un questionnaire ou faire la mise à jour d'un fichier avec tous ses fournisseurs, c'est un traitement. Donc presque chaque manipulation de données en réalité est un traitement. Rien qu'envoyer un email à un client, c'est un traitement parce qu'on utilise son adresse email. Et alors que le traitement, donc qu'il soit informatique ou papier. Donc un traitement de données personnelles ne doit pas spécialement être informatisé. Un fichier papier est également concerné. Par contre, le traitement en tant que tel, on ne pourra pas considérer que c'est le cas quand c'est une adresse standard d'une entreprise et que vous êtes vous-même une entreprise. Là, ce ne sera pas considéré comme une donnée. Alors évidemment, la question est de savoir si les établissements Horeca sont concernés. Alors évidemment, oui, sinon le webinaire n'aurait pas de sens. Donc oui, que ce soit un restaurant, un hôtel, un café, une friterie, un camping et bien d'autres, ce sont des établissements qui sont concernés par le RGPD car ils traitent un grand nombre de données personnelles, quelles que ce soit donc celles des clients, des employés ou des partenaires. Donc par exemple, notamment au niveau de la réservation, on va collecter le nom, le prénom, le numéro de téléphone, une adresse mail. Le paiement, on peut avoir donc l'empreinte bancaire et la réservation. Tout ce qui est marketing, donc si jamais il y a un programme de fidélité, un envoi d'offres promotionnelles ou éventuellement de newsletters, ça fera partie d'un traitement.
tout ce qui est Wi-Fi et caméra. Donc si les personnes pour se connecter Wi-Fi doivent utiliser un identifiant ou une adresse mail, les caméras, que ce soit pour la sécurité, si elles filment des personnes, on va traiter dans ce cadre-là leurs données. Donc à partir du moment où sur une vidéo la personne est identifiable, et bien on peut du coup considérer que c'est une donnée parce que la personne est identifiée sur la caméra. Il y a aussi donc tout ce qui concerne les données du personnel et donc des travailleurs. Il y a des informations que vous avez en votre possession sur ces personnes, que ce soit pour pouvoir les payer, établir les fiches de paye et bien d'autres. Et donc, à ce titre, vous êtes dès lors considéré comme responsable de traitement. Donc le responsable de traitement, c'est une personne physique ou morale, une autorité publique, un service ou un autre organisme ou entreprise qui, seul ou conjointement avec d'autres personnes, détermine les finalités et les moyens de traitement. Donc c'est-à-dire, grosso modo, pourquoi les données sont collectées, comment elles sont collectées, stockées et utilisées. En gros, c'est celui qui va décider comment on traite la donnée de manière technique et comment il va faire procéder à son traitement. En fonction d'un objectif, il choisit la finalité et les moyens. Et donc, en tant que restaurant, hôtel, café et autres, vous êtes considéré comme responsable de traitement si vous décidez des finalités, des moyens de traitement des données personnelles de vos clients, employés ou partenaires. Alors, par exemple, je pense à un hôtel ou un restaurant ou autre qui collecte les informations de ses clients pour gérer les réservations, envoyer la confirmation de la réservation ou proposer des offres particulières. Ou encore un établissement de manière générale qui utilise un logiciel de gestion de son personnel pour traiter les salaires et les horaires des employés. Alors donc, maintenant, on change donc de partie. On va, après avoir maintenant donc passé en revue le RGPD donc de manière générale et globale, on va maintenant passer en revue les obligations qui s'appliquent aux établissements Horeca. Donc, en tant qu'établissement Horeca, vous êtes concerné par le RGPD, d'une part en raison de la relation avec vos travailleurs et dans votre relation avec vos clients, mais aussi avec des tiers comme vos fournisseurs. Donc, notamment sur les travailleurs, donc comme je le disais, vous collectez un certain nombre de données qui sont nécessaires pour la gestion du travail au quotidien. Donc la rémunération et les déclarations sociales, la tenue d'un registre du personnel, la gestion administrative du personnel, l'organisation du travail, les informations dont vous avez besoin au début de la relation sur la personne pour établir sa fiche en tant que telle. Donc forcément, vous avez des informations particulières sur vos employés. Et donc, à ce titre, vous devez respecter le RGPD parce que vous êtes responsable de traitement. Donc vous ne pouvez pas en fait faire ce que vous voulez avec ces données, il faut respecter ce qui est prévu dans le cadre. Alors la première chose qu'il va falloir faire, c'est donc informer les clients et les employés sur l'utilisation des données. Donc en fait c'est le droit à l'information. Donc collecter et traiter des données personnelles, ça implique avant tout en fait d'informer les personnes sur ce que vous faites, de leurs données et respecter leurs droits. Donc à chaque fois que vous collectez des données personnelles, quel que soit le support utilisé, il y a des informations qui doivent obligatoirement y figurer. Donc premièrement, pourquoi on collecte les données? Donc en gros, c'est la finalité. Ce sera par exemple pour gérer la réservation d'un client. Donc on va en fait vérifier que les données traitées vont être utilisées pour des raisons légitimes. Ensuite, notamment, ce qui vous autorise à traiter ces données. Donc, c'est ce qu'on appelle donc le fondement juridique. Donc, que ce soit le consentement de la personne en vertu de l'exécution d'un contrat, le respect d'une obligation légale qui s'impose à vous, ou un intérêt légitime. Il faudra aussi donc dire qui a accès aux données. Donc, soit que ce soit en interne, ou alors peut-être éventuellement un prestataire externe. Aussi combien de temps vous conservez les données, par exemple 5 ans après la fin de la relation. Alors les modalités selon lesquelles donc les personnes concernées vont pouvoir exercer leurs droits via un espace personnel sur votre site internet, par un petit message en dessous d'une confirmation de réservation, un email dédié, peu importe. Et alors éventuellement si vous transférez des données en dehors de l'Union européenne.
Alors, pour éviter en fait des mentions trop longues au niveau d'un formulaire en ligne, par exemple, on peut faire un premier niveau d'information en fin du formulaire de réservation d'un email ou autre, et renvoyer à une politique de confidentialité ou page vie privée qui est sur votre site internet. Et donc comme ça, à l'issue de cette étape, vous aurez répondu à l'obligation donc de transparence. Alors le principe, c'est vraiment que si cette information demande des efforts disproportionnés ou est impossible, donc l'information générale peut être envisagée, d'où le fait de référer à son site internet qui comprendra une politique vie privée. Alors, si un site internet, vous n'en avez pas un, vous pouvez avoir ce fichier disponible d'une autre manière, donc simplement l'afficher dans l'établissement ou l'avoir à disposition ou sur demande. Alors ici, vous avez un exemple de confirmation de réservation qui indique comment la personne pourra exercer ses droits et qui lui dit que ces données sont collectées donc pour une réservation. Donc on voit bien qu'il est indiqué « Vos données sont utilisées uniquement pour gérer la réservation. Elles seront donc supprimées après un certain délai et vous pouvez exercer vos droits en contactant telle adresse mail. » Et donc ici, ça c'est par exemple donc évidemment un exemple pour une réservation. Pour les travailleurs, qu'ils soient informés de leurs droits, cela peut faire l'objet d'une annexe qui figurera donc en annexe du règlement de travail. Alors, la deuxième obligation, ça va être de respecter les droits des personnes. Donc, les personnes dont vous traitez les données, que ce soit vos clients, collaborateurs et autres, ils ont des droits sur leurs données, qui sont d'ailleurs renforcés par le RGPD. Il y a le droit d'accès. Donc, ils peuvent demander quelles données vous détenez sur eux. Vous devez d'ailleurs être en mesure de fournir une copie des données. Il y a le droit de rectification, donc ils peuvent corriger les informations erronées. Ils ont aussi un droit d'opposition, donc ils peuvent refuser l'utilisation de leurs données pour certaines finalités, par exemple la publicité, demander à ne plus recevoir de publicité de votre part, droit d'effacement, donc simplement que leurs données soient effacées de vos bases de données privées, un droit à la portabilité, donc ça c'est plutôt dans le cas où il s'est qu'une personne puisse récupérer les données parce qu'il change de prestataire ou de contrat. Donc là, on voit ça plutôt dans d'autres registres. Et ils ont un droit à la limitation du traitement. Donc, ils peuvent demander que le traitement de leurs données soit suspendu. Donc, il faut donner à toutes les personnes le moyen d'exercer effectivement donc les droits. Donc, si une personne vous demande quelles informations vous avez sur moi, corrigez les informations, supprimez-les, vous devez pouvoir en fait répondre facilement. Alors, donc, comment permettre l'exercice de ces droits ? Si vous disposez d'un site internet, vous pouvez prévoir donc un formulaire de contact spécifique, ou alors un numéro de téléphone ou une adresse email bien particulière. Si vous avez un compte en ligne disponible, donc vous pouvez à partir du compte faire en sorte qu'ils puissent exercer leurs droits à ce niveau-là. Vous pouvez aussi mettre en place un processus interne qui permet de garantir l'identification et le traitement des demandes dans un délai court. Donc, en toute logique, il faut pouvoir traiter une demande dans un délai de 1 mois maximum. Alors, donc, par exemple, si un client donc, demande la suppression de ses données ou de son compte, vous devez rapidement être en mesure de vérifier son identité, de savoir ce que vous avez sur lui et de supprimer les données rapidement. Alors, autre chose donc à faire, ça va être obtenir le consentement quand il est nécessaire. Alors, donc là, ça va être par exemple sur votre site internet, si vous avez des cookies, vous allez devoir obtenir en fait le consentement des personnes avant de pouvoir déposer donc les cookies sur son système d'exploitation comme Google, donc par exemple. Donc je pense par exemple si on a un restaurant qui a un site internet et sur le site internet, la personne peut cliquer pour arriver directement sur Instagram ou sur Facebook. Pour pouvoir faire cela, il va falloir avoir certains cookies qui nécessitent de passer d'un site à l'autre, et donc ça nécessite d'avoir le consentement. Alors, pour un hôtel, si on utilise un outil comme le Google Analytics pour suivre donc les visites sur le site, il faut aussi obtenir donc l'accord de la personne avant d'activer ses cookies. Alors donc comment mettre en place l'obligation ? Alors soit donc une bannière de consentement, donc quelque chose de pop-up qui arrive sur le site et la personne a le choix
d'accepter ou non les cookies qui ne sont pas essentiels. Alors, il faut aussi que cette bannière, donc, elle soit assez claire. Ils peuvent donc accepter, refuser ou personnaliser, mais ils ne peuvent pas donc devoir accepter d'office sans pouvoir naviguer sur le site. Et dans la page, par exemple, de la politique vie privée ou autre, une politique cookie, vous devez pouvoir expliquer aux personnes comment elles peuvent modifier leurs préférences en termes de cookies et aussi donc comment les supprimer. Alors ce consentement, il doit être libre, éclairé et réversible. Donc réversible, l'utilisateur doit pouvoir retirer donc le consentement aussi facilement qu'il l'a donné. Donc il doit faire une action pour donner son consentement, mais à l'inverse, il va pouvoir du coup le retirer tout aussi facilement parce que ça a été prévu dans votre politique. Alors ici, vous avez donc une fiche qui a été créée donc par l'autorité de protection des données. Donc l'autorité de protection des données qui est compétente en Belgique pour faire en sorte que le RGPD soit appliqué et respecté. Elle montrait en fait un exemple donc de consentement libre sur un site internet. Donc on a d'abord au-dessus soit tout accepter, soit aller dans les paramètres, alors qu'en dessous on a en plus le fait de pouvoir tout refuser. Donc il faut que les personnes puissent refuser les cookies qui ne sont pas strictement nécessaires pour l'utilisation. Alors, donc les cookies, c'était aussi un exemple, mais autre chose comme consentement. Donc par exemple, vous avez recueilli une adresse mail à la réservation et vous souhaitez pouvoir utiliser en fait l'email pour envoyer vos prochaines promotions, invitations, réductions. Vous allez en fait devoir demander le consentement spécifique de la personne dans ce cadre, parce qu'évidemment, la première utilisation de ces données, c'était dans la finalité de pouvoir gérer la réservation. Donc ici, il va falloir mettre une petite phrase en plus en disant qu'elle accepte de recevoir les offres et les actualités du restaurant par email. Alors donc c'est une case qui ne doit pas être précochée, donc la personne doit vraiment faire un acte positif pour pouvoir exercer son consentement dans ce cas-là. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas utiliser les adresses pour un autre but que la finalité principale. Donc si c'était pour gérer une réservation, on ne peut pas utiliser du coup l'adresse email à d'autres fins. Alors ensuite, la chose suivante qu'il faudra faire, c'est sécuriser les données qui sont traitées. En tant que responsable de traitement, vous devez prendre toutes les mesures utiles pour garantir la sécurité des données. Donc que ce soit une sécurité qui soit physique ou informatique. Donc physique, que ce soit restreindre l'accès, verrouiller les armoires, limiter l'accès aux ordinateurs uniquement certaines personnes, ou informatique, mais tout ce qui est mot de passe, antivirus, pare-feu, chiffrement des données et autres. Et donc, du coup, ça va être quelque chose que le RGPD vous demande. Vous allez devoir faire des démarches en ce sens pour montrer que vous avez fait en sorte d'essayer de garantir la sécurité des données. Donc, par exemple, pour éviter tout ce qui est fuite de données suite à un piratage ou autre. Alors, à ce sujet, donc, je vous invite à visionner notre webinaire Protéger vos activités en ligne pour avoir plus d'informations à ce sujet et donc qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Alors donc pourquoi c'est essentiel de sécuriser ces données? Donc en fait j'ai pris un exemple volontairement assez gros et parlant. Donc on a un restaurant avec des livraisons à domicile qui a les adresses et les codes d'entrée des immeubles. Si un piratage collecte toutes ces données, ça pourrait faire en sorte que des cambriolages ou des intrusions dans les immeubles seraient plus faciles parce que il y a eu une faille de sécurité de votre côté. Alors, il y aura donc évidemment un préjudice pour vos clients, mais en tant qu'entreprise, vous aurez de lourdes amendes pour ne pas avoir respecté le RGPD. Alors donc, pour évaluer la sécurité de votre entreprise, vous pouvez vous poser donc quelques questions assez simples. Donc simplement, vous avez des mots de passe sécurisés, est-ce qu'on les change régulièrement? Qui a accès aux données? Est-ce qu'on a une procédure de sauvegarde qui est mise en place? Et est-ce que nos locaux sont sécurisés contre des intrusions? Alors, la cinquième chose à faire, ça va être de gérer sa relation avec ses sous-traitants. Donc, au sens du RGPD, un sous-traitant, c'est une personne physique ou morale, une autorité publique, un service ou tout autre organisme, entreprise, qui traite les données pour le compte du responsable de traitement. Alors, en tant qu'établissement Horeca, vous utilisez probablement des prestataires externes pour gérer vos réservations, vos paiements ou campagnes marketing.
que ce soit des plateformes de réservation, des prestataires de paiement en ligne, des logiciels de gestion client. Tous ces acteurs, ils sont considérés comme des sous-traitants au sens du RGPD. Donc un responsable de traitement, lui, il décide donc de collecter les données, et la plateforme, elle va agir pour le responsable et n'utiliser des données que dans ce cadre-là, comme le responsable lui a demandé. Donc par exemple, que ce soit donc, je disais, des plateformes de réservation comme Table Booker ou Zenchef, des solutions de paiement en ligne, un logiciel de gestion des clients ou de fidélisation, des agences de marketing ou de communication si vous faites appel à ce genre de prestataires externes. Alors donc par rapport à ça, quelles sont les obligations? Et bien évidemment, il faut choisir des sous-traitants qui sont conformes au RGPD. Donc en fait, c'est vérifier que eux, ils vont appliquer des mesures de protection adaptées aussi, donc tout comme vous devez le faire. L'idée, c'est aussi de privilégier des prestataires européens ou alors qui ont des garanties équivalentes, parce qu'évidemment, dans les pays hors Europe, le RGPD est souvent inconnu. Bien établir un contrat de sous-traitance avec ces personnes-là, donc un contrat RGPD ou on a un avenant RGPD, ou faire en sorte que ce soit bien prévu, donc qui va préciser les données qui seront concernées, les finalités du traitement des données, les mesures de sécurité qui auraient été éventuellement mises en place, les obligations du sous-traitant en cas de violation des données et les responsabilités du sous-traitant. Et alors surveiller l'usage qu'il a des données, donc essayer de faire en sorte que ce sous-traitant, il n'ait accès aux données uniquement nécessaires, vérifier peut-être, si vous avez l'occasion régulièrement, du respect du RGPD de leur part, et assurez-vous que si jamais il y a une fuite de données qui est causée par eux, qu'ils vous en informent. Alors donc par exemple, si vous avez une plateforme de réservation, allez, imaginons donc comme Booking, donc elle va traiter les données personnelles de vos clients pour gérer la réservation. Donc vous devez vous assurer que Booking respecte le RGPD, qu'elle ne partage pas les données sans votre accord, et signer un contrat de sous-traitance qui précise ses obligations. Alors donc par exemple, demander que la plateforme, elle prenne toutes les mesures pour assurer la sécurité des données. Alors Booking, du coup, c'est peut-être pas le meilleur exemple vu que c'est eux qui vont plutôt vous imposer certaines choses, mais je pense plutôt avec d'autres prestataires, donc plus petits, ou en tout cas bien vérifier leurs conditions générales et être sûr que vous les avez comprises avant de conclure un contrat avec eux. Donc vraiment, demandez-vous, est-ce que je sais ce qu'ils vont faire avec les informations de mes clients? Est-ce que j'ai bien le droit d'utiliser les emails que la plateforme envoie? Et est-ce qu'ils sont sérieux donc en termes de sécurité? Par contre, il y a aussi des plateformes qui vont plutôt garder la main pour les données. Donc, par exemple, je pense à Uber Eats ou Deliveroo. Donc, c'est eux qui vont fournir les données pour faire la livraison de nourriture, mais c'est eux qui ont toutes les informations clients. Et donc, du coup, à ce moment-là, c'est plus facile. Vous n'avez en fait pas beaucoup d'informations. Et donc, au niveau du RGPD, c'est moins compliqué à gérer. C'est eux qui, en fait, à ce moment-là, sont responsables de traitement en tant que tels. Et donc maintenant c'est fini du coup pour cette partie sur l'impact du RGPD dans le secteur de l'ORECA. On passe maintenant donc à la partie de la gestion en tant que telle des données, que ce soit donc de vos clients, de vos travailleurs ou autres, parce que plusieurs choses et démarches devront devoir être entreprises de votre part à ce niveau-là pour respecter la législation. Alors la première chose, ça va être de rédiger une politique de confidentialité, ou aussi appelée une politique vie privée. Alors pourquoi c'est important? Donc la politique de confidentialité, c'est un document qui informe vos clients, employés, partenaires sur la manière dont vous traitez ou collectez leurs données personnelles. Ça permet en fait de remplir l'obligation d'information imposée par le RGPD, comme on le voyait donc plus tôt dans le webinaire. Alors donc la politique, elle doit être claire, donc elle doit être rédigée dans un langage assez simple. Pas besoin que ce soit dans un jargon juridique, justement. On demande vraiment à ce qu'elle soit facilement compréhensible de la part de n'importe qui. Elle doit être accessible, donc soit disponible sur le site internet, soit au besoin affichée dans vos locaux ou annexée au règlement de travail. Elle doit être transparente, indiquer précisément ce que vous faites avec les données. Alors donc, qu'est-ce qu'elle doit contenir donc en tant que telle? Alors notamment donc qui est responsable du traitement des données, donc le nom de votre entreprise, les coordonnées,
dans l'entreprise qui est considérée comme responsable de traitement, indiquer donc ses coordonnées. Aussi, quelles données sont collectées, donc soit des données de contact sur l'identité, des données pour la réservation, des données sur le paiement. Ensuite, pourquoi les données sont collectées, donc la finalité du traitement. Par exemple, ce sera donc gérer les réservations, les paiements, envoyer des confirmations des rappels, améliorer son service client, se conformer à des obligations légales. Donc là, ce sera plutôt en termes de comptabilité au niveau de la facturation. Sur quelle base légale repose le traitement? Donc ce sera un contrat si c'est pour gérer une réservation, le consentement pour l'envoi de newsletter et une obligation légale pour la facturation. Alors ensuite, donc, il faudra indiquer combien de temps on conserve les données. Donc par exemple, si c'est pour une réservation, on va se dire 12 mois après la visite, au cas où il y aurait un souci suite à la venue, ou même plus court, c'est un peu finalement d'après votre utilisation. Les données de facturation, donc conserver 6 ans, 5 ans, 10 ans, donc c'est en fonction d'une obligation légale. Si c'est des données de marketing, on va supprimer après 3 ans d'inactivité. Dans tous les cas, on conserve les données uniquement le temps nécessaire à l'accomplissement de la finalité du traitement, donc pas plus longtemps que ce qu'il ne faut. Il faut aussi indiquer donc quelles seront les personnes qui auront accès aux données, donc soit le personnel ou certains de vos travailleurs dans l'établissement ou le service interne, des sous-traitants. Donc si par exemple les plateformes de réservation, prestataires de paiement vont avoir besoin des données, ou alors les autorités en cas d'obligation légale. Alors, il faudra aussi indiquer donc quels sont les droits des utilisateurs. On les a vus tout à l'heure, donc le droit d'accès, de rectification, opposition et autres. Préciser donc comment ils peuvent l'exercer, ça on l'a vu donc via un email, un formulaire ou autre. Il y a aussi les mesures de sécurité donc mises en place. Qu'est-ce que en interne vous avez mis en place pour sécuriser les données? Donc un accès restreint, un accès via un mot de passe, un chiffrement ou que sais-je, bien d'autres. Au niveau de l'utilisation des cookies et des traceurs, donc expliquer quels cookies sont utilisés pour quelles raisons, à des fins de statistiques, de publicité, si nécessaire, donc mettre le bon nom de consentement. Donc ça, au niveau des cookies, ce sera demandé à la personne qui fournit donc le site internet quels cookies sont mis en place sur votre site si vous ne les connaissez pas. Alors ensuite, au niveau donc de la collecte des données, cette collecte en fait doit être nécessaire. Il faut vous assurer de collecter uniquement les données indispensables à votre activité. Donc en fait, le RGPD il impose que les données personnelles elles soient collectées pour un objectif précis légitime, sans être utilisées ultérieurement de manière incompatible avec la finalité. Donc à ce titre, il faut collecter uniquement les données nécessaires pour atteindre l'objectif. Et donc en fait, faire cela, c'est se conformer au principe de minimisation des données. Donc en fait, on ne collecte pas de données au cas où. On collecte des données pour telle raison, parce qu'on en a besoin, et on ne fait pas en fait de collection de données. On ne prend que ce qu'on a besoin. Donc par exemple, on demande aux employés les informations utiles pour accomplir leur mission, mais on ne demande pas de données sensibles, donc leur activité syndicale, opinion politique ou autre. Parce que si vous deviez traiter de telles données, des obligations particulières seront applicables. Donc on ne fait surtout pas de données au cas où, ni de collection de données. Donc en pratique, ça donne de collecter uniquement les informations nécessaires à l'objectif qui est poursuivi. Si des informations supplémentaires deviennent indispensables, on peut toujours les demander par la suite. Au niveau de tout ce qui est zone de commentaires libres, on les évite parce que ça peut entraîner une collecte de données inutile dont vous n'auriez pas besoin. Et on supprime régulièrement les informations qui sont superflues. Donc par exemple, pour une réservation client, on a besoin de son nom, de ses coordonnées, mais pas de son numéro de sécurité sociale. On n'a pas non plus besoin de la date de naissance pour réserver une table. Donc même si c'est pour une personne qui dit qu'elle vient fêter son anniversaire, c'est son anniversaire, vous avez peut-être besoin de l'âge pour le gâteau, mais vous n'avez pas besoin de savoir quelle est sa date de naissance réelle, ni de l'inscrire en tant que telle dans un registre. Donc on ne collecte que les données essentielles qui sont pertinentes et on ne fait pas donc de collecte de données excessives. Donc
Est-ce que donc pour une réservation, on a besoin du nom et prénom? Donc oui. On a besoin donc du numéro de téléphone? Ben oui, parce que peut-être pour confirmer ou annuler la réservation. L'adresse email, c'est optionnel. Si par exemple on a un système de réservation, de confirmation de réservation automatique, et alors les allergies, régime alimentaire, ben c'est seulement si c'est pertinent pour le service, mais si on n'en a pas besoin, on ne collecte pas. Alors ensuite, la troisième chose, ça va être de recenser vos fichiers avec les données et de faire un tri. Donc pour assurer une gestion responsable des données personnelles, c'est essentiel d'identifier, de classer et d'optimiser les fichiers qui contiennent des données. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur les données que vous possédez et ça peut être utile. Donc pour cela, on identifie en fait les activités principales qui nécessitent la collecte de traitement des données, donc que ce soit pour le recrutement du personnel, la gestion de la paye, la formation, la gestion des clients, des réservations. Et en fait, en listant vos traitements des données, ça vous permettra d'avoir une vue d'ensemble. Et ça, on verra le point plus tard, mais on pourra faire donc en fait ce tri quand on fera un registre de traitement. Alors aussi, surtout, on ne conserve jamais indéfiniment des données sans aucune raison valable. Donc, par exemple, vous n'avez pas besoin de conserver les informations sur un ancien travailleur si c'est plus nécessaire et que ça fait longtemps qu'il ne travaille plus chez vous. Alors, ensuite, quatrième chose, ça va être d'être transparent et de faciliter l'exercice des droits des personnes. Donc, les individus, ils doivent conserver la maîtrise des données qui les concernent. Donc, pour ça suppose qu'ils soient clairement informés de l'utilisation qui sera faite de leurs données dès leur collecte. Donc, les données ne peuvent en aucun cas être collectées à leur insu. Les personnes doivent donc être informées, on l'a vu tout à l'heure, de leurs droits et des modalités d'exercice de ce droit. Donc, cette obligation de transparence est remplie grâce à la politique vie privée. Et donc, si une personne vous fournit des données personnelles, que ce soit pour une réservation ou autre, il faut toujours l'informer sur l'identité du responsable de traitement, la finalité de la collecte et autres, comme on a vu, qui doivent être repris donc dans la politique de confidentialité. Et alors, vous pouvez permettre donc les droits des personnes de manière assez facile, donc vraiment faciliter l'exercice de leurs droits en mettant en place donc une adresse mail dédiée ou un formulaire en ligne. Alors donc par exemple sur votre site internet, vous pouvez aussi indiquer si vous souhaitez modifier des données ou supprimer des données, contactez-nous à telle adresse, comme on l'avait vu, et alors respectez les délais de réponse. Donc ça évidemment, donc je viens d'en parler, et il y avait aussi donc le fait, par exemple, il y a quand même certaines exceptions, hein, donc vous pouvez pas supprimer des données comptables non plus comme vous voulez, parce que vous devez les conserver un certain temps. Alors maintenant, on va passer à la partie qui concerne de tenir un registre de traitement. Donc premièrement, pourquoi tenir un registre? Donc le registre, c'est bien pour avoir donc une vue d'ensemble sur les données, avoir une vision claire sur les traitements effectués, éviter les oublis, être en conformité avec le RGPD et pouvoir le présenter aux autorités en cas de contrôle. Donc le registre, en fait, c'est la première chose que l'autorité de protection des données, donc qui est l'autorité compétente de vérifier l'application du RGPD en Belgique, c'est la première chose qu'elle vérifie en cas de contrôle. C'est vraiment le premier outil de documentation qui sert à justifier l'état de mise en conformité de votre établissement au RGPD. C'est vraiment une première étape et c'est un outil qui doit être régulièrement mis à jour. Alors en toute logique, il y a des exceptions de qui doit tenir ou pas un registre, mais les exceptions sont telles qu'en réalité, quasiment tout le monde doit tenir un registre de traitement. Alors donc, comment constituer donc son registre? D'abord, on va identifier donc les activités principales qui nécessitent le traitement et la collecte des données. Donc par exemple, que ce soit le recrutement du personnel, la gestion de la paye, la fidélisation des clients, gestion des réservations, gestion des accès, caméras et autres. Et donc vous recensez en fait en fonction de ce que vous faites toutes les finalités et les types de traitements qui sont faits. Et donc du coup, pour chaque traitement, il faudra avoir un registre. Donc en toute logique, pour votre pratique, vous aurez besoin d'environ 3-4 fiches différentes, ça dépend un petit peu. Donc pour la gestion des clients, la gestion des travailleurs, la gestion des fournisseurs, peut-être éventuellement les caméras ou d'autres choses. Alors au niveau des modèles de registre, il y en a qui sont disponibles
gratuitement, donc comme sur le site de la CNIL, donc qui est l'autorité de protection en France, ou notre autorité de protection en Belgique à nous. Il y en a aussi qui sont payants, il y en a qui existent sous forme de tableau ou d'Excel ou de Word. C'est un petit peu en fonction de ce que l'on aime. Ils se valent un petit peu tous. Alors donc que mettre dans ce registre? Eh bien donc il faudra avoir les noms, coordonnées du responsable de traitement, éventuellement les noms et coordonnées du délégué à la protection des données s'il y en a un, les catégories de données traitées, la finalité du traitement. Donc la finalité, c'est vraiment l'objectif du traitement, donc pourquoi vous collectez les données. Et alors on peut avoir plusieurs finalités quand une donnée est utilisée à des fins différentes. Mais par contre, si on commence avec une finalité, on peut pas la changer en cours de route. Non, dès le début, la finalité, elle est actée. Alors il y a aussi donc les motifs du traitement, donc pourquoi ce traitement, les raisons du traitement, les catégories de personnes concernées, où sont stockées les données, les délais de conservation, les mesures de sécurité mises en place, est-ce qu'il y a un transfert en dehors de l'Union européenne. Donc on va passer tout ça en revue plus en détail. Alors c'est vraiment ok d'utiliser un template repris sur internet. Et alors donc il va falloir créer donc à chaque fois une seule fiche par traitement. Et du coup, quand vous allez faire le registre, c'est vraiment l'occasion d'améliorer votre pratique, de minimiser la collecte des données et peut-être éliminer de vos formulaires de collecte ou de vos bases de données des informations inutiles, peut-être redéfinir qui a le droit d'avoir accès aux données dans l'entreprise, peut-être revoir ces règles en matière d'archivage ou de suppression. Alors ici, vous avez à l'écran donc la capture d'écran d'un registre, donc avec les coordonnées ici donc du responsable de l'entreprise et les coordonnées du responsable de traitement, qui peuvent tout à fait être une seule et même personne. Alors ici donc on a la première chose, c'est donc la description donc du traitement. Donc est-ce que ça va être la gestion du personnel, la gestion client, relation client ou autre. Référence, donc c'est si vous voulez indiquer un petit peu un numéro de référence, c'est pas spécialement obligatoire. Quand a été créé le traitement et quand est-ce qu'il a été mis à jour pour la dernière fois. Donc ça c'est la vue d'ensemble sur une fiche. Après, donc, dans chaque fiche, d'abord, on va devoir indiquer l'objectif, donc la finalité. C'est-à-dire, donc, évidemment, on ne peut pas collecter ou traiter des données simplement au cas où. Donc, à chaque traitement, on doit assigner un but, un objectif qui doit bien évidemment être légitime au regard de votre activité professionnelle. Donc, par exemple, vous collectez sur vos clients de nombreuses informations lorsque vous effectuez une facture ou une réservation. Toutes ces opérations sur ces données, ça constitue un traitement de données personnelles ayant pour objectif la gestion de votre clientèle. Vous êtes restaurateur, vous avez besoin d'informations pour confirmer la réservation d'un client. Alors ensuite, il faudra inscrire la base légale donc, du traitement. Donc là, il n'y a que 6 possibilités, en sachant que ce sont les 3 premières qui seront usitées le plus couramment. Donc que ce soit donc le consentement, l'exécution d'un contrat ou le respect d'une obligation légale. Alors ensuite, indiquer la catégorie de personnes, la catégorie de données personnelles concernées. Donc si c'est des données d'identification, des données financières, données sociales, données électroniques, donc identification, j'ai le nom, le numéro, une adresse éventuelle, données financières, un numéro de compte. Ensuite, fixer la durée de conservation. Donc on ne peut pas conserver les données indéfiniment. Donc elles doivent être conservées et puis détruites au besoin. Donc par exemple, on aurait donc pour la gestion de la réservation des clients 30 jours après la prestation ou plus au besoin. Donc 30 jours, par exemple, ça permet de conserver les informations pour des besoins de logistique en cas de réclamation des clients, de vérification ou de retour sur expérience. Et donc après 30 jours, les données sont obsolètes, sauf pour des raisons peut-être fiscales ou comptables, sauf si vous avez eu le consentement pour traiter les données à d'autres fins. Alors au niveau des données avec les employés, peut-être simplement la durée du contrat et puis 5 ou 10 ans après le contrat. Les fournisseurs, 5 ans éventuellement après la fin de la relation commerciale.
Les enregistrements de caméras de surveillance, là, c'est 1 mois maximum dans tous les cas. Ça ne peut pas être plus long, en tout cas, ce ne sera jamais plus long. Tout ce qui est données liées au paiement, si on a une obligation comptable derrière, peut-être que ce sera 5 ans, 10 ans, en fonction de la réglementation fiscale et comptable. Alors ensuite, il faudra indiquer les catégories de personnes qui sont concernées. Donc, est-ce que c'est vos clients, vos travailleurs, un service interne, vos fournisseurs, vos prestataires, vos partenaires, et bien d'autres. Puis aussi les destinataires, donc en gros, donc qui peut avoir accès aux données. Donc si vous avez un contrat avec une plateforme de réservation, vous devez indiquer le prestataire. Ça peut être aussi donc un usage interne, donc simplement pour la gestion des contrats, des salaires. Les partenaires, donc les fournisseurs, ce sera toujours en interne. Ou éventuellement donc aussi en externe, ça peut être tout ce qui est banque et compagnie d'assurance. Alors donc on a vu tout à l'heure la responsabilité à mettre en place, donc des mesures de sécurité qui doivent être indiquées donc dans le registre de traitement. Donc pour un traitement, vous pouvez indiquer plusieurs mesures de sécurité que vous avez mis en place. Donc ce sera peut-être le contrôle des accès via un mot de passe, des mesures de traçabilité, protection des logiciels avec un antivirus, une sauvegarde des données, un chiffrement, un contrôle des sous-traitants. Donc vous pouvez indiquer à ce moment-là donc plusieurs mesures de sécurité qui ont été mises en place. Alors ici, vous avez un exemple de ce qu'on pourrait en fait avoir dans un registre de traitement. Donc ici, ce serait pour la gestion des réservations des clients. La finalité, c'est de gérer la réservation de la table ou de la chambre ou de l'événement. Donc pour l'organisation, peut-être confirmer l'événement, envoyer un rappel, avoir l'accueil, le suivi clientèle. La base légale, c'est l'exécution d'un contrat et des mesures précontractuelles. Donc le client fournit ces informations pour obtenir un service. Les données traitées, ce serait peut-être au niveau de l'identification, nom, prénom, peut-être des demandes particulières, des préférences, un historique éventuel de réservation chez vous. Durée de conservation, donc si on choisit 30 jours après la date. Donc de nouveau qui peut être plus long si on a eu l'autorisation ou si on le justifie autrement, ou en fonction de ses besoins. Les catégories de personnes concernées, bien évidemment, ce sera les clients, destinataires, le restaurant, peut-être une plateforme externe, donc des sous-traitants, ou même simplement le fait qu'il y a un système de réservation directe sur votre site internet qui est lié à votre site, mais qui va collecter quand même des données, qui va transiter par ce système avant de revenir vers vous. Au niveau donc de la sécurité, on a peut-être mis en place un accès restreint aux fichiers de réservation à l'aide d'un mot de passe, ou un compte différent, ou un accès physique, donc peut-être verrouillé ou à clé. Alors, donc c'est maintenant fini donc pour la partie donc les choses à mettre en place et en tant que tel le registre de traitement. Alors ici on va voir quelques petits cas pratiques. Donc je vais donner à chaque fois un exemple avec une petite question. Mais qu'en est-il du RGPD dans cette situation? Et ce que je ferai, c'est que directement après, donc je donnerai la réponse, mais comme ça permet de voir avec des cas pratiques et concrets comment ça peut se mettre dans la réalité dans différents types d'établissements. Alors ici, premier cas, donc la problématique, c'est qu'on a donc un restaurant qui permet à ses clients de réserver une table via le site internet ou par téléphone. Donc il va collecter des données personnelles, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail, pour gérer la réservation. Et donc la question se pose de comment s'assurer de la conformité avec le RGPD dans ce cadre-là. Alors ici, tout simplement, il faut informer donc le client dès la collecte des données. Donc le restaurant doit expliquer pourquoi et comment les données sont utilisées. Et donc ici, vous avez un petit message en fait qui pourrait être affiché en dessous du formulaire de réservation, disant de nouveau que les données sont nécessaires pour gérer la réservation, qu'elles sont utilisées à cette fin, conservées pendant autant de temps après la visite, mais que conformément donc au RGPD, vous pouvez exercer vos droits en nous contactant à l'adresse suivante. Ou alors simplement à ce moment-là référencer à votre politique vie privée qui est sur votre site internet. Et donc, on le rappelle, pour une réservation, on ne collecte donc que les données pertinentes pour la réservation et on ne collecte pas de données excessives ou supplémentaires qui n'ont pas lieu d'être pour la finalité du traitement.
Alors le cas suivant, donc ici c'est Mario qui tient une pizzeria à Liège, qui propose de manger sur place, mais aussi de commander à emporter par téléphone ou via une plateforme. Il gère seul avec son frère et 2 employés étudiants. Donc au niveau du traitement des données, il y a d'abord la réservation par téléphone. Donc il note dans un carnet le prénom, le nombre de personnes, l'heure et parfois un numéro de téléphone. Ce carnet reste sur le comptoir. Il y a des commandes donc à emporter. Les clients appellent pour commander, ils notent leur nom et leur numéro dans un cahier et parfois ils gardent les numéros pour recontacter les habitués. Il y a la livraison sur Uber Eats, donc il reçoit les commandes avec le nom des clients, l'adresse et des commentaires comme sans oignon, ne pas sonner. Ces données passent par Uber Eats mais restent parfois sur l'ordinateur ou sont imprimées. Il possède des caméras de surveillance pour éviter les vols, qui filment les clients et le personnel. Donc, il embauche des étudiants, il garde une copie papier du contrat avec les données personnelles dans une armoire non verrouillée à l'arrière-cuisine. Il a une page Facebook sur laquelle il publie régulièrement des photos de soirées à thème, parfois avec des clients reconnaissables en arrière-plan, sans demander leur avis. Alors, ce qu'il doit faire dans ce cas-là, donc il doit informer ses clients. Donc, afficher visiblement dans l'établissement ou avoir une politique de confidentialité sur le site ou sur sa page Facebook, mettre un mot de passe sur l'ordi où il reçoit les commandes Uber Eats, supprimer les fiches de commande quand elles sont plus utiles. On ne conserve pas les numéros de téléphone si on n'a pas un consentement. On protège les contrats des employés avec une armoire qui sera verrouillée. On demande l'autorisation de publier les photos des clients qui sont reconnaissables. Et il faut bien entendu ajouter un panneau caméra de surveillance à l'entrée avec les informations de base qui doivent y figurer. Alors, ensuite, exemple suivant. Ici, on a donc Sophie et Marc qui tiennent un gîte avec 5 chambres. Ils ont un site internet avec les réservations et ils utilisent aussi Booking. Ils ont un formulaire de contact et ils envoient une newsletter mensuelle. Alors, au niveau du traitement des données, dans ce cas-là, il y a la réservation via Booking. Donc, ils vont recevoir les noms, données, coordonnées des personnes, les dates et autres, ou éventuelles demandes spéciales. Il y a la newsletter, donc ils envoient la newsletter à tous les clients ayant réservé sans parfois demander le consentement. Ils ont un formulaire sur leur site qui permet de collecter le nom, les emails, les dates de séjour et des messages. Les infos arrivent dans leur boîte mail. Des photos, donc ici on dit que Sophie adore faire des photos et partage les photos des petits déjeuners ou des autres contents visages visibles. Ils ont des fiches d'enregistrement qu'ils conservent, donc les enregistrements donc pour la réservation. Ils ont un Wi-Fi gratuit, mais pour accéder au Wi-Fi, donc les clients doivent donner leur consentement. Alors, quelle est la chose à faire dans ce cas-ci au niveau donc du traitement? Il faut s'assurer que le site internet ait une politique de confidentialité claire et faire la même chose donc au niveau des cookies. Demander le consentement explicite pour la newsletter, pas de cases notamment précochées. Informer les clients sur la collecte des données via le formulaire, les supprimer quand elles sont plus utiles. Demander toujours, c'est la même chose, l'accord des clients avant de prendre des photos et de les publier. Conserver donc les fiches d'enregistrement de façon sécurisée, puis les détruire. Et protéger l'accès aux emails contenant donc des données clients, donc plutôt l'ordinateur, donc avec un mot de passe et un antivirus. Alors maintenant, donc on en arrive à la partie. Donc si vous avez des questions, donc bien entendu, on mettra sur le slide juste après la manière dont vous pouvez nous contacter en cas de questions. Et donc simplement ici, donc pour conclure, l'idée c'est d'inscrire en fait cette mise en conformité dans une démarche continue. Donc bien évidemment, respecter le RGPD, c'est compliqué, ça prend du temps, c'est pas toujours possible à 100%, mais il faut évidemment montrer une démarche positive, montrer que des choses sont mises en place. Et donc c'est vrai que donc maintenant, rien que le fait de tenir un registre de traitement à jour, ça permet déjà d'avoir une vue d'ensemble, de savoir ce que vous faites avec les données et de pouvoir les communiquer rapidement en cas de besoin. Et aussi, c'est vrai que le RGPD, c'est pas pour vous embêter, c'est aussi donc respecter la vie privée des gens de manière générale.
Alors je vous remercie donc pour votre attention et donc c'est maintenant donc la fin du webinaire. Vous avez ici nos informations pour nous recontacter et pour conclure, du coup je laisse la parole à Arnaud. Voilà, parfait. Donc, merci beaucoup pour tous ceux qui vont réécouter ce webinaire. Comme Émilie l'a dit, ben donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous et à nous contacter, soit par l'adresse mail qui est indiquée ici, ou soit au numéro de téléphone. Vous avez aussi la possibilité de consulter les différents webinaires que nous avons proposés, que ce soit plus tôt dans l'année ou les années précédentes sur notre chaîne YouTube, donc qui est Fédération Reka Wallonie. Vous avez aussi la possibilité de nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit la page Facebook, LinkedIn, intitulée aussi Fédération Reka Wallonie, et sur notre site internet où vous retrouvez l'ensemble du programme numérique, mais aussi les autres projets que nous mettons en place. Dans l'onglet projet du site internet de la Fédération Reka Wallonie. Donc voilà. Voici donc ce qui clôture ce webinaire. J'espère qu'il répondra à vos questions et que vous serez sensibilisés à l'importance du RGPD au niveau de vos entreprises. Merci beaucoup.